Mes doigts me faisaient mal. 3 doubles gardes en 5 jours m'avaient épuisé. Je fonctionnais à bout de souffle et à base de mauvais café. Le dernier patient était parti depuis 20 minutes. Un enfant de 7 ans qui bégayait et dont la mère n'avait pas les moyens de lui offrir une thérapie adaptée. Je le reverrai la semaine suivante. Comme pour la plupart de mes cas, je fermais la porte d'entrée de la clinique à clé, gratuitement. Le vieux verrou était toujours aussi difficile à actionner. Le Queens avait quelque chose de particulier la nuit. Ce n'était pas vraiment dangereux, juste fatigué. La fatigue de la classe ouvrière se lisait sur tous les visages qui passaient sous les réverbères. Mon peuple, ceux qui avaient besoin d'aide mais ne pouvaient pas payer les prix pratiqués à Manhattan. Mon téléphone vibra alors que je mettais mon sac à bandoulière usé sur mon épaule. Carmen, ma meilleure amie et l'infirmière qui empêchait mon petit cabinet de sombrer dans le chaos total. Ne me dis pas que Madame Rodriguez est en train d'accoucher, ai-je dit en guise de salut. Elle était enceinte de 8 mois et insistait pour que je l'aide à faire des exercices de respiration, même si cela ne faisait absolument pas partie de mes attributions. Pire encore, Mount Sinai vient de m'appeler pour te demander. Ils ont besoin d'un orthophoniste. Un cas pédiatrique, une urgence. J'ai fermé les yeux, m'appuyant contre la porte de la clinique. Chaque muscle de mon corps réclamait mon lit. Mon studio avec son futon bosselé et son radiateur qui cliquetait sans cesse me semblait soudainement être le paradis. Carmen, il est 21 heures. Je suis épuisé. C'est un enfant, Elena. Un cas traumatisé. Ils ont spécifiquement demandé quelqu'un qui soit spécialisé dans le mutisme sélectif. La culpabilité me tordait le cœur. C'était ma spécialité. Les enfants qui cessaient de parler après avoir été témoins de quelque chose de trop terrible pour être raconté. J'avais écrit ma thèse là-dessus. Je l'avais vécu d'une certaine manière. Après la mort de mes parents, dans quel hôpital? L'aile VIP de Mountsea. Ils t'attendent. L'aile VIP. Cela signifiait de l'argent. Peut-être que cette fois-ci, je serais enfin payé correctement, assez pour couvrir le loyer du mois sans avoir à choisir entre les courses et l'électricité. J'arrive. Le trajet en métro jusqu'à Manhattan m'a donné le temps de me ressaisir. J'ai relevé mes cheveux pour leur donner un aspect plus professionnel. J'ai vérifié mon reflet dans la vitre sombre. J'avais 28 ans et j'en paraissais 40. J'avais des cernes sous mes yeux couleur miel, mais mes mains étaient fermes. C'était ce qui comptait. L'entrée VIP de Mountsea était un autre monde. Sol en marbre, œuvre d'art au mur, sécurité qui ressemblait plus à celle des services secrets qu'à celle d'un hôpital. Une infirmière en blouse immaculée m'a accueilli à l'ascenseur. Docteur Moretti, appelez-moi simplement Elena. Je suis orthophoniste, pas médecin. Elle a acquiescé, mais quelque chose a changé dans son expression. De la pitié, de l'inquiétude. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 8e étage en silence. Lorsque les portes se sont ouvertes, j'ai compris pourquoi. Des hommes en costume noir, pas des agents de sécurité hospitaliers, des agents privés. 2 d'entre eux flanquaient une porte au bout du couloir. Un autre se tenait près du poste des infirmières, sa veste taillée pour dissimuler, mais sans tout à fait cacher, le volume d'un étui d'épaule. De quel genre de cas s'agit-il? Ai-je demandé à voix basse. L'infirmière n'osait pas me regarder dans les yeux. Le père de l'enfant tient à sa vie privée. Nous avons reçu 3 spécialistes aujourd'hui. Aucun d'entre eux n'a réussi à communiquer avec le garçon. Elle m'a fait passer devant les gardes. Ils m'ont observé avec un détachement professionnel. Ils m'évaluaient et me cataloguaient, me faisant passer pour une menace potentielle plutôt que pour une aide. À l'intérieur de la chambre, les appareils médicaux émettaient de légers bips. Un enfant était assis sur le lit d'hôpital, les genoux repliés contre la poitrine, le regard perdu dans le vide. Il avait 6 ans, peut-être 7. Il avait les cheveux foncés, la peau pâle et des yeux couleur jade qui semblaient avoir plusieurs décennies de plus que leur âge. Il ne parle pas, m'a dit un médecin depuis le coin de la pièce. Son visage était marqué par la fatigue. Il ne communique pas. Physiquement, il va bien. Mentalement, il haussa les épaules, impuissant. Je m'approchais lentement, en faisant des mouvements discrets, non menaçants. Le garçon ne réagit pas. Il ne suivit même pas mes mouvements du regard. Tout le monde peut-il sortir? Demandai-je. Le médecin hésita. Son père avait insisté. Je ne peux pas travailler avec un public. Donnez-moi 30 minutes. Ils sortirent tous, sauf un garde qui se posta derrière la cloison vitrée pour observer. Toujours observer. Je me suis assis par terre, pas sur le lit, pas sur une chaise, sur le linoléum froid,
les jambes croisées comme un enfant. J'ai sorti de mon sac des crayons de couleur et du papier. J'ai commencé à dessiner. Rien de précis, juste des formes, des couleurs, des mouvements. Les minutes vont passer. Les yeux du garçon se sont tournés vers moi. Une fois, deux fois. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas insisté, j'ai juste dessiné. Quand sa petite main s'est tendue et a pris un crayon vert, quelque chose de serré dans ma poitrine s'est relâché. Il a dessiné un arbre. Des branches nues, sans feuilles. Puis, avec un crayon rouge, une seule tache de couleur à la base. Du sang, une fleur. Je ne savais pas, mais il communiquait. Pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, cet enfant me montrait son monde intérieur. J'ai ajouté doucement à son dessin un oiseau sur une branche, toujours là, même en hiver, toujours présent. Ses yeux verts se sont levés vers les miens. Le poids de la douleur ancienne dans ce regard m'a coupé le souffle. Ce garçon avait vu quelque chose, avait été témoin d'horreur qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Tu es en sécurité, lui ai-je murmuré. Ce n'était pas une technique thérapeutique, juste la vérité. En ce moment, tu es en sécurité. Sa main tremblait, mais il continuait à dessiner. Derrière la vitre, je sentais un regard posé sur moi, pas celui du gardien. Quelqu'un d'autre. L'intensité de ce regard m'a donné la chair de poule, mais je ne me suis pas retourné. Je ne voulais pas briser le lien fragile que j'avais établi avec cet enfant brisé. Quand je suis sorti, il était plus de 11 heures. Le médecin avait l'air stupéfait. Il s'est engagé. Vraiment engagé. En 3 ans, nous n'avons jamais... Il secoua la tête. Son père veut vous parler. Je dois le faire. Il insiste. Le parking était presque vide. Ma vieille Honda Civic était seule sous une lumière vacillante. Je cherchais mes clés, épuisé et émotionnellement à bout, quand des pas résonnèrent derrière moi. Moretti, je me retournais. L'homme derrière la vitre, je le sus sans qu'on me le dise. Le père, il était grand, peut-être 1,90 m, les cheveux foncés coiffés d'en arrière, un visage qui aurait pu figurer sur une pièce de monnaie romaine. Une mâchoire carrée, des traits marqués. Mais ce sont ses yeux qui m'ont arrêté. Verts comme ceux de ses fils, mais glacial, calculateur. Les yeux d'un homme qui voyait tout et ne laissait rien transparaître. Juste Elena, ai-je réussi à dire, détestant le tremblement de ma voix. Vous avez aidé mon fils, ce n'est pas une question. Sa voix était grave, avec un accent méditerranéen, italien peut-être. Chaque mot était choisi avec précision. 3 ans, 15 spécialistes. Vous avez accompli en 1 heure ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en plusieurs mois. J'ai eu de la chance. Parfois, les enfants réagissent à leur thérapie lorsque les méthodes traditionnelles échouent. Il s'est approché, pas de manière menaçante, mais délibérée. Le tissu coûteux de son costume bruissait à chaque pas. C'était un homme habitué à être obéi. Je veux vous engager. Contrat exclusif. Dites votre prix. L'offre flottait entre nous. Tentante. Mon Dieu, tellement tentante. Mon loyer était en retard. La clinique arrivait à peine à joindre les deux bouts. Je pourrais rembourser mes prêts étudiants, peut-être même m'offrir de vrais meubles. Mais quelque chose dans son intensité a déclenché une sonnette d'alarme. Je ne peux pas, ai-je dit. J'ai d'autres patients, des enfants qui ont besoin de moi. Je ne peux pas les abandonner pour un seul cas, peu importe ce que vous offrez. Son expression ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux froids. La surprise. Tout le monde a un prix, Dr. Moretti. Elena. Et vous vous trompez. Je me suis tourné vers ma voiture. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais de la déverrouiller. Il était toujours là, à regarder, à attendre. Votre fils a besoin d'une thérapie, ai-je dit sans me retourner. Pas d'un employé. Il a besoin de quelqu'un qui choisisse de l'aider, pas de quelqu'un qui soit à votre solde. Je reviendrai, mais à mes conditions. Je travaillerai avec lui dans ma clinique, selon mon emploi du temps. Vous ne m'achetez pas. Compris, silence. Puis, d'une voix si douce que je l'ai presque manqué. Comment vous appelez-vous? Je vous l'ai dit. Elena, votre nom complet. Elena Moretti, 28 ans, orthophoniste, diplômée à New York, spécialisée dans les traumatismes infantiles et le mutisme sélectif. J'ai enfin réussi à ouvrir la porte. J'ai croisé son regard par-dessus le toit de ma voiture.
Vous avez besoin d'autres informations avant de vérifier mes antécédents? Ce quasi-sourire, encore une fois. Tout ce qui vous concerne, Elena Moretti. Je le saurai demain matin. Effrayant, mais pas surprenant. Bonne nuit, Monsieur Bella. Adriano Bella. Ce nom ne me disait rien. Aurait-il dû? La façon dont il l'avait prononcé suggérait que les gens le reconnaissaient généralement et réagissaient à son évocation. Je me suis glissé dans ma voiture. Le nom de votre fils, Luca. Luca, ai-je répété plus doucement. Il est fort. Plus fort que vous ne le pensez probablement. Demain, 18 heures, je reviendrai, mais nous ferons cela à ma façon ou pas du tout. Je suis parti. Dans mon rétroviseur, Adriano Bella se tenait sous les lumières du parking, me regardant jusqu'à ce que je disparaisse de sa vue. Mon téléphone a sonné avant que je n'atteigne l'autoroute. Numéro inconnu. Tu devrais le savoir. Sa voix a rempli ma voiture, sombre et assurée. Personne ne me refuse, Elena. Personne ne quitte Adriano Bella de son propre chef. Eh bien, ai-je dit, surprise par le calme de ma voix. Je viens de le faire. À demain. Ne sois pas en retard. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait à tout rompre. Mais quelque part, sous la peur, sous l'épuisement, quelque chose d'autre bouillonnait. Je venais de dire non à l'homme le plus dangereux que j'avais jamais rencontré. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, j'avais survécu. Ce que je ne savais pas encore, c'est que lui survivre serait la partie la plus facile. C'est mon envie de rester qui allait presque me détruire. La semaine passa comme l'eau qui trouve des fissures dans la pierre. Lente, implacable, changeant tout ce qu'elle touchait. 3 fois par semaine, je faisais le trajet en voiture du Queens à l'Upper East Side, laissant derrière moi ma clinique exiguë pour entrer dans la forteresse d'Adriano Belvita. Chaque visite me donnait l'impression de passer dans un autre pays. Un pays où des hommes en costumes sombres observaient depuis les coins, où les sols en marbre résonnaient de pas qui ne semblaient appartenir à personne, où des caméras suivaient les mouvements dans des couloirs assez larges pour contenir tout mon appartement. Mais tout cela n'avait plus d'importance une fois que je m'asseyais en face de Luca. Le garçon avait 6 ans. J'avais appris 6 années de silence depuis le jour où sa mère était décédée. 6 années d'échecs des spécialistes, de médicaments qui l'engourdissaient mais ne le guérissaient jamais. D'un père qui dirigeait un empire mais ne parvenait pas à atteindre son propre fils. Lors de ma 3e visite, quelque chose a changé. Luca était assis près de la fenêtre, dans ce qu'ils appelaient la salle de thérapie. Une bibliothèque reconvertie avec des étagères allant du sol au plafond et une lumière de l'après-midi qui faisait danser la poussière comme de minuscules esprits. Ses petites mains se déplaçaient sur le papier, créant des formes qui n'étaient pas tout à fait des images, mais qui n'étaient pas non plus dénuées de sens. Des arbres sans feuilles, des oiseaux sans ailes, une maison sans porte. Je ne parlais pas, je me contentais de regarder, d'exister à ses côtés dans le silence. Puis ses doigts se sont tendus vers un jeu de blocs en bois que j'avais apporté. Ce n'étaient pas les jouets thérapeutiques coûteux que son père avait sûrement achetés, mais de simples cubes peints que ma grand-mère m'avait fabriqués quand j'étais jeune. Il sentait comme son grenier, comme les souvenirs. Luca les empilait, non pas au hasard, mais délibérément, construisant quelque chose que lui seul pouvait voir. Ses lèvres bougeaient, formant des mots silencieux, presque si proches. Quelqu'un s'est éclairci la gorge derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu une femme d'une 50aine d'années debout dans l'embrasure de la porte, des mèches argentées dans ses cheveux noirs, tirées en arrière en un chignon pratique. Son visage reflétait la chaleur qui vient de nombreuses années passées à prendre soin des autres. Des rides d'expression entouraient ses yeux sombres qui m'évaluaient avec une précision maternelle. Pardonnez-moi de vous interrompre. Son accent était italien, riche comme l'huile d'olive. Je m'appelle Sofia. Je m'occupe de la maison. Et apparemment, je m'occupais aussi d'interrompre les moments importants, mais elle souriait. Et plus remarquable encore, Luca s'était tourné pour la regarder. Il la regardait vraiment, au lieu de fixer les gens comme s'ils étaient transparents. Il t'aime bien, dit Sofia doucement, entrant dans la pièce avec une aisance acquise par l'habitude. En 3 ans, je ne l'ai jamais vu construire quoi que ce soit. Il détruit, mais ne construit jamais. Cette implication m'a pesé sur la poitrine. Ce garçon avait vu son monde s'effondrer. Pourquoi construirait-il quoi que ce soit alors que l'expérience lui avait appris que tout finirait par s'écrouler? Vous restez pour dîner, a demandé Sofia. Ce n'était pas vraiment une question.
Monsieur Belvita souhaite votre présence et je prépare un osobo auquel même les plus silencieux ne peuvent résister. J'aurais dû refuser, j'aurais dû maintenir une distance professionnelle, mais la petite main de Luca avait touché l'ourlet de ma manche. C'était le premier contact physique volontaire qu'il avait initié, et les yeux de Sophia exprimaient une supplication qui transcendait le langage. Oui, je m'entendis dire, je resterai. La salle à manger aurait pu accueillir un dîner officiel, des lustres en cristal, des peintures à l'huile représentant des belles femmes disparues depuis longtemps, une table pouvant accueillir 20 personnes, mais dressée pour 4. Adriano était assis en bout de Nil, tel un roi tenant sa cuillère. Sergio, son second, occupait le siège à sa droite. Un homme d'une quarantaine d'années, aux tempes grisonnantes et aux yeux qui calculaient tout. J'étais assis à côté de Luca, en face de Sergio. Sofia apparaissait et disparaissait comme un fantôme, apportant des plats qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. Dr. Moretti. La voix de Sergio était douce, cultivée. Mon employeur parlant bien de votre travail. Ce n'est pas habituel pour lui de faire l'éloge de quelqu'un. Seulement d'Elena, ai-je corrigé. Et je ne fais que mon travail, votre travail. Adriano a finalement pris la parole, sa voix tranchant les faux-semblants comme une lame dans la soie. C'est ainsi que vous appelez le fait de rendre la voix à mon fils? Il n'a pas encore parlé, mais il essaye. Je l'ai vu aujourd'hui. Ses lèvres bougeaient, l'intensité de ses yeux verts m'a coupé le souffle. Ce n'était pas seulement l'espoir d'un père, c'était quelque chose de brut. Désespéré, Luca mangeait ses pâtes lentement, me jetant de temps en temps un coup d'œil pour vérifier si j'étais toujours là. Si tout cela était réel. Dites-moi, a poursuivi Adriano, les doigts enroulés autour d'un verre de vin qu'il n'avait pas bu. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir orthophoniste? La question ressemblait à un test, comme si tout avec lui était un test. Ma grand-mère m'a élevé, ai-je répondu prudemment. Après la mort de mes parents quand j'avais 8 ans, elle a eu un accident vasculaire cérébral quand j'avais 15 ans. Elle a perdu l'usage de la parole. J'ai vu des thérapeutes l'aider à retrouver ses mots. Je voulais offrir ce cadeau à d'autres. Quelque chose a traversé son visage. De la compréhension, de l'empathie. Cela a disparu trop vite pour que je puisse le nommer. La perte, a-t-il dit, c'est un langage à part entière. Le poids de ses mots pesait sur l'élégante pièce. Sergio se tortillait, mal à l'aise. Sofia, qui apportait du vin, hésita. Luca a perdu sa mère il y a 3 ans. Adriano a continué. Son regard ne quittait pas le mien. Elle est morte en le protégeant. Elle a pris une balle qui m'était destinée. Il l'a vue tomber, il l'a regardée. Il s'est arrêté, serrant les mâchoires. Il n'a plus parlé depuis. Ma gorge s'est serrée. Je soupçonnais un traumatisme, mais un tel niveau de violence vu par un enfant de 3 ans. Je suis désolé, murmurai-je. Des mots inadéquats, mais c'était tout ce que j'avais. Désolé ne la ramènera pas. Désolé ne rendra pas la voix à mon fils. Sa main serra le verre plus fort, mais vous le pouvez. Alors dites-moi, Elena Moretti, que faudrait-il pour que vous travailliez exclusivement pour nous? Nommez votre prix. Je vous l'ai déjà dit et je vous ai entendu. Mais les circonstances changent, les menaces évoluent. Les personnes qui ont tué ma femme sont toujours en liberté. Toute personne proche de Luca devient une cible, y compris vous. La température dans la pièce baissa de 10 degrés. Que voulez-vous dire? Sergio se pencha en avant. Ce que M. Belvita suggère délicatement, c'est que votre implication auprès de son fils ait attiré une certaine attention. La mafia russe Somskaya Brata Adrianiano intervint. Ils vous ont remarqué. Vos visites ici, votre clinique dans le Queens, ils vous surveillent pour essayer de comprendre si vous avez de l'influence, si vous comptez pour moi. Je ne compte pas pour vous. Je ne suis que son thérapeute. Ses yeux verts brûlaient. Ils ne le savent pas. Et le temps qu'ils le découvrent, ils auront peut-être déjà décidé que vous leur êtes utile. La peur s'est emparée de moi, froide et vivante. Alors, que suis-je censé faire? Cesser de voir Luca. L'abandonner alors qu'il commence enfin à faire des progrès. Non, Adriano se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la ville. Vous restez près de lui. Laisse-moi te protéger. Arrête de prétendre que tu peux rester à l'écart de ce monde.
Je n'ai jamais demandé à faire partie de ton monde, mais tu en fais partie. Dès l'instant où tu es entré dans cette chambre d'hôpital, tu en es devenu membre. Je me suis éloigné de la table, la colère prenant le dessus sur mon instinct de survie. C'est de la folie. Je vais appeler la police et leur dire ce qui se passe. La voix de Sergio était douce, presque aimable. La mafia russe pourrait s'intéresser à toi parce que tu soignes un enfant. Ils vont rire, puis tu te retrouveras seul, sans protection, avec des ennemis que tu ne comprends pas. Sofia apparut à côté de Luca et le guida doucement hors de la pièce. Il se retourna vers moi. Ses yeux verts, si semblables à ceux de son père, étaient remplis de confusion. J'avais élevé la voix. Je venais troubler sa tranquillité. Lorsque la porte se referma, je me retrouvai face à Adriano. Je ne peux pas vivre comme ça. Regarder par-dessus mon épaule, avoir peur. Tu as déjà peur. Je le vois à la façon dont tu regardes dans ton rétroviseur, à la façon dont tu verrouilles immédiatement les portes de ta voiture. Tu sens des regards posés sur toi depuis des jours, n'est-ce pas? Mon silence le confirma. Ce SUV noir à 3 pâtés de maison de ta clinique, a-t-il poursuivi. L'homme dans le café qui est là chaque fois que tu t'arrêtes pour prendre ta caféine matinale. Les cliquetis sur ta ligne téléphonique. Tu l'avais remarqué, mais vous vous êtes dit que c'était de la paranoïa. Comment pouvez-vous, parce que c'est moi qui les ai mis là, ma protection, qui veille sur vous, qui s'assure que les bratas ne vous atteignent pas avant que je puisse vous avertir. La pièce tournait. Il m'avait surveillé, avait envahi ma vie privée tout en prétendant que c'était pour mon bien. Sors, ai-je murmuré. Je dois partir maintenant, Elena. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire de moi un prisonnier dans ta guerre. J'en ai assez. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigé vers la porte. Il ne m'a pas arrêté, ne m'a pas poursuivi, m'a juste appelé avec une certitude absolue. Tu reviendras parce que tu tiens à Luca et parce que tu es assez intelligente pour savoir que fuir la protection, c'est courir vers le danger. J'ai conduit jusqu'à chez moi en tremblant. Chaque voiture derrière moi me semblait suspecte. Chaque ombre recelait des menaces. Il avait empoisonné ma tranquillité. Il m'avait fait voir du danger partout. Mais il m'avait aussi dit la vérité. 3 jours plus tard, après avoir passé toutes mes nuits éveillées, sursautant au moindre bruit, vérifiant obsessionnellement les serrures, je suis retourné dans son manoir. Non pas parce qu'il avait gagné, mais parce que Luca avait besoin de moi. Et parce que, de manière terrifiante, je commençais à comprendre que dans le monde d'Adriano Belvita, protection et possession étaient les deux faces d'une même médaille. Je n'avais simplement pas encore décidé quelle face me faisait face. Les touches du piano étaient fraîches sous mes doigts, en ivoire lisse qui avait déjà été joué. Sofia avait mentionné qu'il avait appartenu à la défunte épouse d'Adriano. Il se trouvait désormais dans un coin de la salle de thérapie, fantôme d'un souvenir drapé dans la lumière de l'après-midi. Luca se tenait près de la fenêtre, ses petites épaules raides sous le poids de la tension qu'il portait comme une armure. 10 jours s'étaient écoulés depuis ma première visite. 10 jours de progrès lent, de gestes, de contacts visuels, de construction fragile d'une confiance brique par brique, mais pas de mots. Pas encore. Aimez-vous la musique? Lui ai-je demandé, sachant qu'il ne répondrait pas. Sachant que la question ne s'adressait pas à sa voix, mais à son cœur, ses yeux se sont tournés vers le piano. Quelque chose changea dans son expression. De la curiosité, du désir. Je ne saurais dire. Je m'assis sur le banc, me positionnant de côté pour qu'il puisse voir mon visage. Mes doigts trouvèrent le dos central et l'enfoncèrent doucement. La note resta suspendue dans l'air entre nous, pure et simple. Luca se tourna complètement. Tout en l'observant, je jouais quelque chose de simple. Une berceuse que ma grand-mère me chantait quand les cauchemars me poursuivaient pendant mon enfance. La mélodie était plus ancienne que la mémoire, transmise de génération en génération par les mères italiennes pour apaiser les enfants effrayés. Lentement, comme un cerf s'approchant de l'eau, Luca s'est rapproché. Sa petite main s'est tendue, planant au-dessus des touches, sans les toucher, juste pour sentir les vibrations dans l'air. « Vas-y, ai-je murmuré, tu ne peux pas le casser. » Son index a appuyé sur une touche, une seule note s'est jointe à la mienne, puis une autre. Pas au hasard, délibérément. Il était en train de créer quelque chose. J'ai ajusté mon jeu pour suivre son exemple, créant une harmonie autour des notes qu'il avait choisies. Ses lèvres bougeaient, formant des mots silencieux, presque désespérément proches. Puis cela se produisit. La syllabe « ma » s'échappa comme un oiseau libéré de sa cage.
à peine audible, fragile comme du verre soufflé, mais bien réel. Mes mains se figèrent sur les touches. Les yeux de Luca s'écarquillèrent de surprise, comme s'il s'était surpris lui-même. Son petit corps se mit à trembler. Tout va bien, dis-je rapidement en m'agenouillant devant lui. Tout va bien. C'était parfait. Tellement parfait, Luca. Des larmes coulaient sur ses joues. 3 années de silence brisé. Il tendit les bras vers moi et je le serrai contre moi, sentant son petit corps trembler de sanglots refoulés depuis trop longtemps. La porte s'ouvrit. Sans même regarder, je savais qui se tenait là. La présence d'Adriano remplissait la pièce comme un front orageux. Mais lorsque je levai les yeux, son visage exprimait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Vulnérable, à vif et sans défense, il s'approcha lentement de nous, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque ne brise cet instant, et s'agenouilla à côté de moi. Sa main tremblait lorsqu'elle effleura les cheveux noirs de son fils. Luca, murmura-t-il, juste son nom, juste cette prière. Et soudain, nous étions tous ensemble, les bras d'Adriano nous entourant tous les deux, son fils pleurant, moi prise au milieu de quelque chose de sacré et de terrifiant. Je pouvais sentir son eau de Cologne, sentir la chaleur de son corps, sentir l'émotion, à peine contrôlée, qui émanait de lui comme la chaleur d'une fournaise. Merci, murmura-t-il contre mes cheveux, si doucement que je faillis ne pas l'entendre. Merci. Le moment s'étira, les secondes devenant des minutes, puis une éternité comprimée en un souffle partagé et des cœurs battants. J'aurais dû m'éloigner, garder une distance professionnelle, mais la petite main de Luca agrippa ma chemise, et le bras d'Adriano se pressa contre mon épaule, et tout me sembla à la fois juste et complètement impossible. Quand Luca s'est enfin calmé, Sofia est apparue avec du jus et des biscuits. Elle l'a pris doucement dans ses bras, lui murmurant des mots apaisants en italien. La porte s'est refermée derrière eux, laissant Adriano et moi seuls dans un silence soudain. C'était le premier son qu'il avait émis, a dit Adriano, toujours à genoux, toujours assez près pour que je puisse compter ses cils. En 3 ans, tu lui as donné ça. Il se l'est donné lui-même. Je lui ai juste fourni l'espace nécessaire. Non. Sa main se leva, touchant presque mon visage avant qu'il ne se reprenne. Il s'arrêta. L'air entre nous crépitait. Tu as apporté la lumière dans l'obscurité. Tu as apporté l'espoir dans une maison qui avait oublié ce que c'était. Je me levai rapidement, ayant besoin de distance, ayant besoin de me rappeler qui j'étais, ce qu'était cette relation. Professionnelle, thérapeutique, rien de plus. Je devrais partir. La séance a été longue. Restez. Un seul mot, un ordre et une supplication à la fois. Monsieur Bella, Adriano, s'il vous plaît. Après ce que nous venons de partager, je pense que nous avons dépassé le stade des formalités. C'est exactement pour cela que je dois partir. Ma voix semblait plus assurée que je ne me sentais. Les limites existent pour une raison. Je suis le thérapeute de Luca, rien de plus, n'est-ce pas? La question pesait lourd car il avait raison. Quelque part entre les crayons de couleur et les touches du piano, entre le silence et ce premier son fragile, quelque chose avait changé. Je n'étais plus seulement son thérapeute. J'étais impliqué. Demain, dis-je en rassemblant mon sac, à la même heure, nous poursuivrons les progrès réalisés aujourd'hui. J'arrivai à la porte avant qu'il ne reprenne la parole. Voulez-vous dîner avec nous ce soir? Sofia prépare des pâtes. Luca aimerait que vous soyez là. Ce n'est pas approprié. Depuis quand partager un repas est-il inapproprié? Depuis que tu as commencé à me regarder comme ça. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Les yeux d'Adriano s'assombrirent. Il réduisit la distance qui nous séparait en 3 enjambées. Comme quoi? Sa voix se réduisit à un murmure à peine audible. Comme si tu étais la première chose qui ait eu du sens depuis 3 ans. Comme si tu étais la lumière du soleil après une nuit interminable. Mon dos heurta la porte. Il s'arrêta à quelques centimètres de moi. Sans me toucher, sans me menacer, juste là, submergeant tous mes sens. Tu es la thérapeute de mon fils, dit-il, faisant écho à mes propres pensées. Tu es inapproprié, tu es impossible, et je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Sa main se leva à nouveau. Cette fois, ses doigts effleurèrent ma joue, légers comme une plume, mais leur contact me brûla. Adriano, son téléphone se mit à sonner bruyamment. Il jura en italien et le sortit de sa poche. Le nom de Sergio s'afficha à l'écran. Quoi? Sa voix devint froide.
Professionnel, le masque se remit en place. Je ne pouvais pas entendre les paroles de Sergio, mais je voyais l'expression d'Adriano changer, se durcir, se transformer en quelque chose de dangereux. J'arrive, il a mis fin à l'appel. Il m'a regardé avec regret et fureur dans les yeux. Je dois y aller. Ne pars pas. Attends ici. Je dois attendre. S'il te plaît. Puis il est parti. Je suis restée là, tremblante, confuse, terrifiée par mon envie qu'il m'embrasse, par le fait que j'avais failli le laisser faire. 20 minutes plus tard, je rentrais en voiture dans le Queens, les mains encore tremblantes sur le volant. 2 jours se sont écoulés sans nouvelles de lui. 2 jours à voir mes patients habituels, à essayer de me concentrer sur mon travail, à sursauter chaque fois que mon téléphone sonnait. Puis Carmen a appelé à 2 heures du matin. Elena, viens à la clinique immédiatement. Je ne l'avais jamais entendu trembler de la voix auparavant. La devanture était détruite. Il y avait du verre partout. Des graffitis et des mots en russe recouvraient les murs. Le matériel était détruit. Les dossiers étaient éparpillés sur le sol comme du papier assassiné. Carmen se tenait debout au milieu des décombres, le téléphone à la main, les larmes coulant sur son visage. La police vient de partir, m'a-t-elle dit. Ils ont qualifié cela de vandalisme. Aléatoire, mais Helena. Elle m'a tendu son téléphone. Cela a été peint à la bombe sur la porte de ton bureau. J'ai regardé la photo. Des mots russes que je ne comprenais pas, mais dont le sens était assez clair grâce à l'image en dessous. Une cible avec mon nom. Ce n'est pas un hasard, a murmuré Carmen. Quelqu'un te connaît. Quelqu'un t'envoie un message. Mon téléphone vibra. Numéro inconnu, mais je savais. Tu es blessé? La voix d'Adriano était pleine d'une rage contenue. Comment ça, tu es blessé? Non, mais ma clinique. Je suis à 10 minutes. Ne bouge pas. Ne parle à personne. Atteins-moi. Adriano, que se passe-t-il? La Bratva t'a trouvé. Il m'envoie un message à travers toi. Prends ce dont tu as besoin dans ton appartement. Tu n'y retourneras pas. Je ne vais nulle part avec ça. Ce n'est pas une négociation, Elena. Ils savent où tu travailles, où tu vis. Ils savent que tu comptes pour moi et ça fait de toi une cible. Je ne compte pas pour toi. Je ne suis qu'une simple. Si tu n'étais que le thérapeute de mon fils, ils n'auraient pas touché à ta clinique. Mais tu es plus que ça, et nous le savons tous les deux. Des SUV noirs sont apparus au bout de la rue. 5 d'entre eux se déplaçaient en formation. Tu as le choix, a dit Adriano. Reste ici sans protection et d'attendre qu'il décide si tu vaux la peine d'être enlevé ou viens avec moi. Laisse-moi te protéger. Carmen m'a saisi le bras. Qui est-ce? Elena, dans quoi t'es-tu fourré? Le SUV s'est arrêté. Adriano est sorti du véhicule de tête, le téléphone toujours à l'oreille. Même de loin, il avait l'air mortel. Détermination et puissance enveloppées dans un costume coûteux. Choisis, a-t-il dit. Mais choisis maintenant. J'ai regardé ma clinique détruite, le travail de toute ma vie éparpillé et brisé. J'ai pensé à mon appartement vide avec ses serrures fragiles, aux yeux verts de Luca et à ce premier son fragile, aux mots russes peints à la bombe comme une menace de mort. Si je viens avec toi, et je dis doucement, je le fais pour Luca, pas pour toi, si ça t'aide à dormir la nuit. Et c'est temporaire, juste jusqu'à ce que ce soit sûr, bien sûr. Mais quelque chose dans sa voix m'indiquait qu'il n'y croyait pas plus que moi. J'ai mis fin à l'appel, j'ai dit à Carmen de rentrer chez elle, je lui ai promis de lui expliquer plus tard. Puis je me suis dirigé vers Adriano Belvita et les 5 SUV noirs, n'emportant avec moi que mon sac à main et la certitude que je venais de franchir une ligne que je ne pourrais jamais retraverser. Il m'a ouvert la porte, sa main posée sur le creux de mon dos, tandis que je montais. Possessif, protecteur, les frontières entre les deux s'estompant déjà. Tu resteras au manoir, m'a-t-il dit en se glissant à côté de moi. Une aile séparée, une intimité totale, juste le temps de neutraliser la menace. Combien de temps cela prendra-t-il? Il a serré les mâchoires, aussi longtemps que nécessaire. Le SUV s'est éloigné de ma clinique en ruine, de mon ancienne vie vers un manoir dans l'Upper East Side, où un garçon de 6 ans réapprenait à parler, et où son père m'enseignait ce que c'était que d'être à la fois protégé et possédé. Je regardais Queens disparaître dans le rétroviseur et me demandais si je le reverrais un jour tel que je l'avais connu, ou si Adriano Bellavita venait de devenir à la fois mon salut et ma destruction, enveloppé dans un même paquet dangereux. Vivre sous le toit d'Adriano Bellavita
C'était comme exister dans deux mondes à la fois. Le manoir respirait le luxe à travers chaque surface en marbre, chaque peinture à l'huile, chaque lustre qui coûtait plus cher que mon salaire annuel. Mais sous cette élégance, le danger palpitait comme un deuxième cœur. Des hommes en costume sombre patrouillaient le périmètre. Des caméras suivaient les mouvements dans les couloirs. Chaque porte avait un garde, et j'étais piégé au centre de tout cela. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit où ma clinique avait été détruite. 2 semaines à me réveiller dans des draps de soie qui me donnaient l'impression d'être enchaîné, à manger des repas sans saveur, à travailler avec Luca sous le regard de son père qui me transperçait de ses yeux brûlants à travers ma façade professionnelle. Ma routine était devenue un rituel. Le matin, je passais des séances avec Luca à utiliser l'équipement qu'Adriano avait installé. Les après-midi, je passais des consultations à distance avec mes autres patients grâce à l'ordinateur portable qu'il m'avait fourni. Les soirées se prolongeaient par des dîners inconfortables où seule la cuisine de Sofia empêchait le silence de nous étouffer tous. Mais Luca faisait des progrès. C'était ce qui comptait. C'est ce que je me disais. Chaque fois que je sentais le regard d'Adriano suivre mes mouvements comme un prédateur étudiant sa proie, le garçon émettait des sons fredonnants pendant nos séances d'art, essayant de prononcer des syllabes lorsque nous jouions du piano ensemble. Sa petite main cherchait plus souvent la mienne, recherchant le contact, instaurant la confiance. Et chaque fois qu'il souriait, quelque chose dans ma poitrine s'ouvrait un peu plus. C'est au cours d'un de ces dîners interminables que tout a changé. Sofia s'était surpassée. De l'eau bucco qui se détachait de l'os, du risado qui fondait sur la langue, du vin qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Luca était assis à côté de moi, si près que son genou touchait le mien sous la table. Adriano nous faisait face, ses yeux verts passant de son fils à moi avec une intensité qui rendait la respiration difficile. Parle-moi de ta famille, dit-il soudainement. Ce n'est pas une demande. Ce n'est jamais une demande avec lui. Je posai ma fourchette. Il n'y a pas grand-chose à dire. Faites-moi plaisir. Le poids de son attention pesait sur moi comme une chose physique. Même Sophia interrompit son service, sentant le changement dans l'atmosphère. Mes parents sont morts quand j'avais 8 ans, dis-je finalement. Accident de voiture sur le chemin du retour de ma fête d'anniversaire. Ma grand-mère m'a recueilli et m'a élevé dans un petit appartement à Brooklyn. Elle a eu un accident vasculaire cérébral quand j'avais 15 ans. Elle a perdu l'usage de la parole pendant 2 ans avant de la retrouver. J'ai suivi du doigt le bord de mon verre de vin. C'est pour ça que je suis devenu orthophoniste, pour donner aux autres ce qu'elle s'était battue si durement pour retrouver. La petite main de Luca a trouvé la mienne sous la table. Elle l'a serrée. Ce geste m'a bouleversé plus que n'importe quel mot. Et ta grand-mère? La voix d'Adriano s'était adoucie. À peine perceptible, mais je l'ai entendue. Elle est morte il y a 3 ans, d'une crise cardiaque. Je me suis retrouvé seul après ça. Plus maintenant. Les mots sont restés suspendus entre nous, chargés d'un sens que je n'étais pas prêt à dévoiler. Sophia s'est éclaircie la gorge, soudain très intéressée par le fait de débarrasser des assiettes encore à moitié pleines. Luca, viens, a-t-elle dit doucement. C'est l'heure du bain, Piccolo. Le garçon m'a regardé, ses yeux de jade interrogateurs. J'ai hoché la tête, essayant de sourire. Vas-y. À demain, mais il ne bougea pas, ses lèvres formant des sons, cherchant à dire quelque chose. Adriano se pencha en avant, tous ses muscles tendus. Puis cela vint, clair comme le jour, parfait comme une prière. Papa. Ce simple mot explosa dans le silence comme une grenade. Le visage d'Adriano se transforma. 3 années de contrôle s'effondrèrent un instant. Sa main se tendit par-dessus la table, tremblante, et toucha les cheveux noirs de son fils. « Oui, souffla-t-il. Je suis là. Papa est là. » Luca le répéta. « Papa. » Il testait le mot, en savourait la forme, retrouvait sa voix après des années de silence. Je me levai rapidement, ayant besoin de leur laisser de l'espace, d'air, de distance par rapport à l'émotion brute qui envahissait la pièce. Mais Adriana se leva aussi et me rejoignit en 3 foulées. Ses yeux brillaient d'une lueur à la fois sauvage, reconnaissante et désespérée. « C'est toi qui as fait ça, dit-il. Tu l'as ramené. Il s'est ramené lui-même. Je n'ai fait que... » Sa main se leva et prit mon visage entre ses mains. Son pouce traça mon os de la joue avec une douceur poignante.
Ce contact envoya une décharge électrique le long de ma colonne vertébrale. Elena, murmura-t-il. Mon nom n'avait jamais sonné ainsi auparavant, comme une bénédiction et une damnation à la fois. Il se pencha lentement vers moi, me laissant le temps de m'éloigner, d'arrêter cela, de me rappeler toutes les raisons pour lesquelles c'était mal. Mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais rien faire d'autre que fixer sa bouche qui se rapprochait, se rapprochait. Son téléphone a éclaté d'un son strident. Il s'est figé, a juré violemment en italien. Il s'est reculé juste assez pour que je puisse à nouveau réfléchir. Ne bouge pas, m'a-t-il ordonné d'une voix rauque. Ce n'est pas fini. Il sortit de la pièce d'un pas rageur, le téléphone collé à l'oreille. Il aboya des ordres que je ne compris pas. Je m'effondrai contre la table, le cœur battant à tout rompre. Sophia apparut à côté de moi comme un fantôme. Cet homme, dit-elle doucement, n'a jamais regardé personne comme il te regarde. Pas depuis la mort de Natalia. Fais attention, Cara. Son monde n'est pas tendre avec les choses qu'on aime. Cet avertissement aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, il fit naître quelque chose de dangereux dans ma poitrine. Quelques heures plus tard, j'étais allongé dans mon lit emprunté, les yeux rivés sur les ombres au plafond. Le sommeil refusait de venir. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais sa main sur mon visage. J'entendais mon nom dans sa voix. Des pas dans le couloir me firent sursauter. Une ombre passa sous ma porte, s'arrêta. Je retins mon souffle, me demandant s'il allait frapper, si j'allais répondre. Mais il a continué son chemin, et je me suis dit que la déception qui me tordait les entrailles était en fait du soulagement. Le lendemain matin, tout a changé à nouveau. Je travaillais avec Luca dans le jardin lorsque Sergio est apparu. Son visage était sombre. Il s'est penché pour murmurer quelque chose à Adriano, qui a rendu chaque partie de son corps rigide. Emmène Luca à l'intérieur, a dit Adriano. Pas à moi, à Sofia qui est apparue comme si elle avait été convoquée. Que se passe-t-il? Ai-je demandé. Des affaires, rien qui ne te concerne. Ne me mens pas. Ses yeux lancèrent des éclairs. Dans mon bureau maintenant. Nous nous sommes retrouvés face à face, séparés par son immense bureau. La pièce sentait le cuir et le pouvoir, ainsi que l'eau de Cologne qui hantait mes rêves. Les Bradva ont fait leur prochain coup, dit-il. Ils visent l'orphelinat où tu fais du bénévolat et menacent de le brûler si tu ne leur es pas livré. Le sol se mit à tourner sous mes pieds. C'est fou. Il y a des enfants là-bas, des innocents. Ils se moquent de l'innocence. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un moyen de pression, de me faire du mal à travers les personnes que... Il s'interrompit, serrant les mâchoires. À travers les personnes qui me sont proches. Je dois me rendre. Je ne peux pas les laisser faire du mal à ces enfants à cause de moi, absolument pas. Ce n'est pas à toi de décider. Bien sûr que si. Il contourna le bureau et se pencha vers moi. Tu crois que je vais les laisser t'emmener, t'utiliser, te détruire pour m'atteindre? Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit d'enfants innocents qui ont plus besoin de protection que moi. Tu ne comprends pas ce qu'ils te feront, Elena. Les Bradva ne négocient pas. Ils torturent. Ils brisent. Sa voix se brisa. Je ne peux pas. Je ne veux pas perdre quelqu'un d'autre. La douleur brute dans sa voix m'empêcha de continuer à argumenter. Cette nuit-là, je pris ma décision. À 2 heures du matin, je fis une petite valise, laissai un mot à Luca expliquant que je devais aller aider des enfants, que je reviendrais dès que possible. J'avais parcouru la moitié du couloir quand des mains puissantes m'attrapèrent par les bras. Adriano me fit pivoter. La fureur et la peur se lisaient sur son visage. Où crois-tu aller comme ça? Me livrer? Tu devras passer sur mon cadavre pour sauver ces enfants. Ce n'est pas à toi de décider. Je l'ai poussé violemment. Ces enfants n'ont personne d'autre. Je suis tout ce qu'ils ont. Je ne les laisserai pas brûler parce que tu ne peux pas contrôler tes ennemis. Et je ne te laisserai pas mourir parce que je t'ai entraîné dans ce monde. Nous étions en train de crier. Des gardes sont apparus au bout du couloir, mais Adriano leur a fait signe de s'éloigner. Tu ne me possèdes pas, j'ai sifflé. Tu n'as pas à décider de ce que je fais de ma vie. Je te protège, que ça te plaise ou non. Je ne t'appartiens pas, n'est-ce pas? Sa voix est devenue dangereuse. Alors pourquoi ton pouls s'accélère-t-il quand je suis près de toi? Pourquoi me regardes-tu comme si tu mourais de faim? Pourquoi ne t'es-tu pas éloigné quand j'ai failli t'embrasser? Parce que je suis idiote, ai-je murmuré.
Parce que malgré tout ce que je sais de toi, malgré toutes les mises en garde qui hurlent dans ma tête, je ne peux pas m'arrêter. Il m'a embrassé, sans avertissement, sans permission. Juste sa bouche qui s'emparait de la mienne avec une faim désespérée. Ses mains ont pris mon visage, me tenant comme quelque chose de précieux et de fragile, et qui lui appartenait entièrement. J'aurais dû me débattre. J'aurais dû le repousser. J'aurais dû me souvenir de toutes les raisons pour lesquelles c'était mal. Au lieu de cela, je l'ai embrassé en retour. Mes doigts se sont enchevêtrés dans ses cheveux. Son bras s'est enroulé autour de ma taille, me serrant contre lui. Le baiser s'est intensifié et devenu sauvage. 3 semaines de tension ont explosé entre nous comme une bombe qui finit par détonner. Lorsque nous nous sommes séparés, tous deux haletants, son front reposait contre le mien. Tu ne vas nulle part, a-t-il dit. Je m'occuperai du Brata. Je protégerai ses enfants. Mais reste ici où je peux te protéger, Adriano. S'il te plaît. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. S'il te plaît, Elena, laisse-moi te protéger. Et que Dieu m'aide. J'ai acquiescé, car quelque part entre les crayons de couleur et ce premier baiser désespéré, j'avais cessé d'être seulement une thérapeute dans son univers. J'étais devenu la chose pour laquelle il était prêt à se battre. Le lendemain matin, je me suis réveillé emmêlé dans des draps qui n'étaient pas les miens, dans une chambre qui sentait comme lui, le cèdre et l'eau de Cologne coûteuse, et quelque chose d'unique à Adriano que je ne pouvais nommer, mais que je reconnaîtrais n'importe où. Nous avions franchi toutes les limites, brisé toutes les frontières. Cette nuit était inévitable depuis le moment où ses lèvres avaient touché les miennes dans ce couloir. Le désespoir, le besoin et 3 semaines de déni avaient explosé en quelque chose qui m'avait laissé tremblante et changée. Maintenant, en regardant l'aube peindre des motifs sur des murs inconnus, la culpabilité s'est installée dans ma poitrine comme des pierres. J'avais couché avec le père de mon patient, violé toutes les normes éthiques que j'avais juré de respecter, devenu exactement ce que je m'étais promis de ne jamais être. Emmêlé, compromise, perdu dans un monde qui n'était pas le mien, mais celui de Dieu. La façon dont il m'avait regardé, comme si j'étais à la fois le salut et le péché, comme si j'étais la seule chose qui le reliait à l'humanité. Je me suis habillé rapidement et je suis retourné dans ma chambre avant que quelqu'un ne me voie. Avant que le regard perspicace de Sofia ne confirme ce que mon corps savait déjà, avant que Luca ne perçoive le changement entre son père et moi, la culpabilité m'a poursuivi pendant le petit déjeuner, pendant ma séance matinale avec Luca, qui formait désormais des mots simples, testant les sons avec sa langue avec une confiance nouvelle. Pendant le déjeuner que je ne pouvais pas goûter. Tu es troublée, Kara. Sofia est apparue à côté de moi dans le jardin où je m'étais caché après la sieste de Luca. Ses mains burinées portaient un plateau avec un espresso et des biscuits. Tes yeux, ils sont lourds aujourd'hui. Je vais bien. Tu es une très mauvaise menteuse. Elle s'est assise à côté de moi, sa présence maternelle et sans exigence. C'est un homme bon, tu sais. Adriano, malgré ce que le monde voit, malgré ce qu'il doit faire. Sofia, il n'a pas souri depuis 3 ans. Il n'a regardé personne avec chaleur depuis la mort de Natalia. Mais toi, dit-elle en me touchant doucement la main, tu as ramené la lumière dans cette maison, pour eux deux. Ne laisse pas la culpabilité te voler le peu de bonheur qui nous est accordé dans ce monde sombre. Les larmes me brûlaient les yeux. J'ai franchi des limites que je n'aurais pas dû franchir. Des limites tracées par des gens qui n'ont jamais aimé quelqu'un d'impossible, qui n'ont jamais eu à choisir entre ce qui est convenable et ce qui est nécessaire. Son accent s'est accentué sous le coup de l'émotion. Ce garçon a besoin de toi. Cette maison a besoin de toi, mais... Et Adriano, il a plus que tout besoin de toi, et même s'il ne sait pas comment le dire. Plus tard dans l'après-midi, pendant la récréation, Luca m'a apporté un dessin. Ses petites mains avaient tracé des traits de crayon sur le papier avec un soin délibéré. 3 personnages, un homme grand aux cheveux foncés, un petit garçon et une femme aux cheveux couleur miel entre eux, tenant leurs 2 mains. Familia, murmura-t-il. Famille, l'un de ces nouveaux mots appris pendant nos cours d'italien. Ma gorge se serra. C'est magnifique, Luca. Il m'a montré du doigt, puis le dessin. Ses yeux verts étaient remplis d'un tel espoir que cela m'a brisé le cœur. Cet enfant qui avait perdu sa mère me considérait comme plus que sa thérapeute, construisant une famille dans son imagination,
parce que la réalité lui avait volé la sienne. Je l'ai serré dans mes bras, sentant le poids de la responsabilité, de l'amour et de la terreur se mélanger en moi. Cette nuit-là, j'ai entendu des voix provenant du bureau d'Adriano. Basses, pressantes, le genre de conversation qui signifiait que les choses étaient sérieuses, le genre dangereux. Je savais que je devais m'éloigner, respecter son intimité, maintenir la distance qui nous séparait. Au lieu de cela, je me suis approché, j'ai collé mon oreille contre la lourde porte. Frappez-les avant qu'ils ne frappent l'orphelinat. La voix d'Adriano était glaciale. Je veux que Victor Morose soit éliminé. Pas d'avertissement, pas de négociation. Nous mettons fin à tout cela. C'est la guerre. La voix de Sergio était prudente. Une guerre totale avec la Bratva. Es-tu sûr qu'elle en vaut la peine? Ne termine pas cette phrase. La fureur vibrait dans chaque mot. Elena n'est pas sujette à discussion. L'orphelinat n'est pas négociable. Nous frappons les premiers, assez fort pour qu'ils ne menacent plus jamais les miens. Les hommes sont prêts, mais Adriano, cela pourrait coûter cher. Je me fiche du prix. Prends les dispositions nécessaires. Des pas se rapprochèrent de la porte. Je m'enfuis dans le couloir, le cœur battant à tout rompre, l'esprit envahi par ce que je venais d'entendre. Il allait entrer en guerre. Il allait déclencher un conflit qui pourrait tuer des dizaines de personnes. Tout cela parce que j'étais devenu quelqu'un qu'il considérait comme sa protégée lorsqu'il m'avait trouvé dans la bibliothèque 1 heure plus tard. J'étais prête. Tu ne peux pas faire ça, dis-je sans préambule. Son expression se figea. Tu écoutais. Tu déclenches une guerre à cause de moi. À cause des menaces qui pèsent sur un orphelinat. Des gens vont mourir, Adriano. Combien? 10? 20? Combien de sang es-tu prête à verser? Tout ce qu'il faudra pour assurer ta sécurité. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement... Tuer des gens n'est pas la solution à tous les problèmes. Dans mon monde, c'est souvent la seule solution. Il s'est approché, son intensité comblant l'espace entre nous. Tu veux que je négocie, que je fasse preuve de clémence envers des hommes qui menacent de brûler vifs des enfants si je ne te livre pas? Que je leur fasse confiance pour respecter tout accord que nous conclurons? Je veux que tu trouves une autre solution. Il n'y en a pas. Son contrôle s'est effrité. C'est ce que je suis, Elena. C'est mon monde. La violence, le pouvoir, des décisions qui t'empêcheraient de dormir la nuit. J'ai tué des hommes pour bien moins que de t'avoir menacé. Et je le referai sans hésiter. Alors qu'est-ce que je fais ici? Ma voix s'est brisée. Comment puis-je aimer quelqu'un qui résout les problèmes par le meurtre? Comment puis-je regarder Luca et lui dire que son père est un homme bon alors que je sais de quoi tu es capable? Le mot flottait entre nous. Amour. Je l'avais dit sans le vouloir, sans la permission de mon cerveau logique qui criait « C'était temporaire, impossible, faux, tu m'aimes ». Sa voix s'est réduite à un murmure à peine audible. « Je ne veux pas. Dieu sait que j'ai essayé de ne pas t'aimer. Mais oui, je t'aime et je me déteste pour cela. » Il m'a alors embrassé, désespérément et possessivement. Ses mains ont enserré mon visage comme si j'étais quelque chose de précieux qu'il avait peur de perdre. Alors laisse-moi te protéger, de la seule manière que je connaisse. Il respira contre mes lèvres. Laisse-moi éliminer cette menace pour que tu puisses dormir sans crainte, pour que Luca puisse garder son thérapeute, pour que je puisse garder. Il s'arrêta, serrant les mâchoires. Garder quoi? La première chose qui comptait pour moi depuis la mort de Natalia. Cette confession brisa quelque chose en nous deux. Nous ne sommes pas non plus retournés dans sa chambre cette nuit-là. La bibliothèque devint notre sanctuaire, notre champ de bataille, le lieu où l'amour, la violence et les choix impossibles s'affrontaient. 3 jours plus tard, il partit dans l'obscurité précédant l'aube. Je le regardais depuis ma fenêtre, tandis que des SUV noirs s'alignaient comme des soldats et qu'il se glissait dans le véhicule de tête sans se retourner. Luca m'a trouvé là au lever du soleil, le front appuyé contre la vitre froide. « Papa ». Sa voix était faible. « Inquiète, il reviendra. »« Je te le promets », lui ai-je dit en le serrant contre moi. « Ton papa revient toujours, mais je n'étais pas sûr d'y croire. » Les heures s'étiraient, devenant une torture. Luca sentit ma tension et redevint silencieux. Se renfermant sur elle-même comme avant mon arrivée, Sofia se déplaçait dans la maison comme un fantôme.
Elle allumait des bougies dans la chapelle dont j'ignorais l'existence. Il était 4 heures du matin lorsque les phares balayèrent enfin l'allée. Je courus en bas, traversai les couloirs et sortis dans l'air froid de la nuit. Il sortit du SUV et mon souffle se coupa. Du sang, beaucoup de sang. Sa chemise blanche en était maculée. Son visage était pâle sous son teint méditerranéen. « Je vais bien, dit-il avant que je puisse parler. Ce n'est pas tout le mien. » Sergio apparut derrière lui. « Faites-le entrer. Il a besoin. » « J'ai besoin qu'elle arrête de me regarder comme ça, » l'interrompit Adriano, les yeux rivés sur les miens, comme si elle avait peur de moi. « Je n'ai pas peur, murmurai-je. Je suis terrifié, mais pas par toi. Pour toi. » Dans sa salle de bain privée, j'ai joué les infirmières. J'ai nettoyé ses coupures, bandé ses blessures, une profonde entaille sur son avant-bras qui aurait dû être recousue, des côtes contusionnées qui le faisaient gémir quand je les touchais. « C'est fait, » a-t-il dit pendant que je travaillais. « Victor Moratsov est mort. La menace est éliminée. Tu es en sécurité maintenant. » Mes mains tremblaient tandis que j'enroulais de la gaze autour de son bras. « Combien? Ne pose pas de questions dont tu ne veux pas connaître la réponse. Combien d'hommes sont morts cette nuit à cause de moi? Aucun d'entre eux n'est mort à cause de toi. » Il m'a pris le menton, me forçant à le regarder dans les yeux. Ils sont morts parce qu'ils menaçaient des innocents, parce qu'ils avaient choisi cette vie, parce que dans la guerre, il y a des victimes. Mais pas toi, jamais toi. Des larmes coulaient malgré mes efforts pour les retenir. Il les essuya avec ses jointures ensanglantées. « Je t'aime, murmurai-je. Et cela me terrifie, car t'aimer signifie accepter cela, accepter la violence et le danger dans un monde que je ne comprends pas. Alors ne l'accepte pas. » Sa voix était rauque, brisée. « Va-t'en, saisis la chance que je t'offre. Luca survivra. Sofia lui trouvera un autre thérapeute. Et toi, tu pourras retourner à ta vie tranquille dans le Queens et oublier tout ce qui s'est passé. C'est ce que tu veux? Ce que je veux n'a aucune importance. Ce qui est mieux pour toi, c'est de ne pas me dire ce qui est mieux pour moi. » Je serrai son bras blessé plus fort que nécessaire. « Je suis là. Je reste parce que je t'aime. Parce que Luca a besoin de moi. Parce que malgré toutes les raisons logiques de partir, je ne peux pas imaginer être ailleurs. » Son expression changea. Le soulagement, la douleur et l'espoir désespéré se mêlaient. « Alors reste, murmura-t-il, reste et laisse-moi t'aimer en retour. Laisse-moi construire quelque chose qui ne repose pas sur la violence. Laisse-moi essayer d'être l'homme que tu mérites au lieu du monstre que je suis devenu. » Je l'ai embrassé. J'ai goûté le sang, les promesses et les futurs impossibles sur ses lèvres. « Tu n'es pas un monstre, » ai-je murmuré. « Tu es juste un homme qui essaie de protéger ce qui lui appartient. Et que cela me plaise ou non, je lui appartiens aussi maintenant. Bienvenue dans mon enfer, disaient ses yeux. Où aimer quelqu'un signifie accepter sa part d'ombre, et que Dieu me vienne en aide. J'étais prête à brûler. Le temps s'écoulait différemment après la violence. 4 semaines qui semblaient durer des années. Chaque jour se fondait dans le suivant, tandis que je regardais Adriano guérir de blessures qui auraient dû le tuer. La première semaine, il bougeait à peine. La fièvre ravageait son corps à cause d'une infection que les médecins n'avaient pas détectée au départ. Je m'asseyais à côté de son lit, changeant ses bandages, les forçant à boire de l'eau, l'écoutant marmonner en italien dans ses rêves fiévreux, qui le rendaient vulnérable d'une manière qu'il n'aurait jamais acceptée s'il avait été conscient. Luca comprenait que quelque chose s'était passé. L'absence de son père dans leur routine nocturne laissait un vide que le garçon comblait en s'accrochant à moi. Il dormait dans ma chambre presque toutes les nuits, son petit corps blotti contre le mien. Cherchant du réconfort, j'essayais désespérément de le lui apporter alors que ma propre peur menaçait de me submerger. « Maman Elena » murmura-t-il une nuit. Ce n'était pas une question, mais une affirmation, un besoin. C'était la première fois qu'il m'appelait ainsi, et cela brisa toutes les défenses qui me restaient. « Je suis là, mon chéri. » Je respirais, le serrant plus fort. Je ne vais nulle part. À la 2e semaine, Adriana était assise, se disputant avec les médecins, exigeant de travailler depuis son lit. Sergio apportait des dossiers que je lui volais aussitôt, ce qui lui valait des regards noirs qui m'auraient terrifié quelques mois plus tôt, mais qui ne faisaient plus que me rendre obstiné. « Tu as besoin de repos, pas de travail ?» lui ai-je dit en cachant son ordinateur portable. « Je dois m'assurer que tu es protégé. »
a-t-il rétorqué en essayant de passer devant moi. Le mouvement lui a fait pousser un sifflement de douleur. Je suis protégé. Tu as une petite armée dehors. Maintenant, allonge-toi avant de déchirer tes pointes de suture. Quelque chose dans son expression s'est adouci. Quand es-tu devenu si autoritaire? Quand es-tu devenu si impossible? Sa main attrapa la mienne, son pouce traçant des cercles sur mon poignet. Pendant l'opération, quand tout a mal tourné, je ne pensais qu'à une chose, te retrouver. À Luca, je ne pouvais pas mourir parce que je ne t'avais rien dit. Il s'arrêta, serrant les mâchoires. Me dire quoi? Que je prépare quelque chose. Une surprise. Mais tu dois être patient. Je déteste les surprises. Tu vas adorer celle-ci. Ses yeux verts renfermaient des secrets et des promesses. Crois-moi, la troisième semaine a redonné des couleurs à son visage. Il se déplaçait dans la maison comme un prédateur en cage, agité et en convalescence. Luca a commencé à parler par phrases complètes, son vocabulaire explosant avec confiance. Le rire du garçon résonnait dans les couloirs qui n'avaient connu que le silence pendant des années. Papa, a dit Luca un après-midi, sa main dans la mienne, maman Elena m'apprend de nouveaux mots tous les jours. Je me suis figé. Adriano aussi. La façon désinvolte dont Luca m'avait désigné comme sa mère flottait dans l'air entre nous, lourde de sous-entendus. C'est vrai? La voix d'Adriano était prudente, maîtrisée, mais ses yeux brûlaient. Et qu'est-ce que tu en penses? J'aime maman Elena. Simple, certain. La vérité d'un enfant de 6 ans qui ne comprenait pas les complications. Le regard d'Adriano se fixa sur le mien. Moi aussi. Ces mots m'ont coupé le souffle. Nous l'avions déjà dit dans des moments de désespoir et de passion. Mais cette fois, c'était différent. C'était devant son fils. C'était une déclaration devant témoins. La 4e semaine est arrivée, avec les couleurs de l'automne qui peignaient le domaine en or et en rouge. Adriano était complètement guéri, même s'il favorisait encore son côté gauche quand il pensait que je ne le regardais pas. Il avait été secret toute la matinée, disparaissant avec Sergio, revenant avec un sourire qui me retournait l'estomac. « Habille-toi, m'a-t-il dit après le déjeuner. Mets quelque chose de joli. On sort. » Sortir, Adriano. Je n'ai pas quitté cette maison depuis je ne sais combien de temps. C'est pourquoi tu as besoin de ça. Le trajet en voiture était un mystère. Les yeux bandés. C'est facultatif, a-t-il plaisanté, mais j'ai refusé. J'avais besoin de voir où nous allions. J'avais besoin de l'illusion du contrôle, même si tout échappait à mon emprise. Nous nous sommes arrêtés devant mon ancienne clinique dans le Queens. Sauf que ce n'était plus mon ancienne clinique. Le bâtiment avait été entièrement rénové. De nouvelles fenêtres, une peinture fraîche, une enseigne qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Centre Moretti pour l'orthophonie pédiatrique. « Qu'avez-vous fait » ai-je murmuré. « Entrez. » L'intérieur était méconnaissable. Des équipements de pointe remplissaient des salles de thérapie dont je n'avais que rêvé. Des jouets classés par stade de développement. Une technologie qui coûtait plus cher que ce que je gagnerais en 10 ans. Un bureau avec mon nom sur la porte. Et du personnel. 5 orthophonistes se sont présentés, tous hautement qualifiés, tous prêts à travailler sous ma direction. Je ne comprends pas, ai-je réussi à dire, submergé et étourdi. Adriano m'a guidé jusqu'au bureau et a fermé la porte. Il a sorti un dossier de sa veste. Des documents juridiques, des titres de propriété, tous à mon nom. « C'est à vous », a-t-il dit doucement. Le bâtiment, l'équipement, les salaires du personnel, tout est couvert par une fiducie que j'ai créée. Vous pouvez maintenant aider des centaines d'enfants et pas seulement les quelques-uns que vous aviez du mal à voir. Pourquoi? Cela a dû coûter des millions. Vous vouliez aider les gens. Je voulais vous donner les moyens de le faire. L'achat du bâtiment a commencé le lendemain de l'attaque de la Bratva. Je voulais que tu aies quelque chose qui t'appartienne, qui soit intouchable, protégé. Mes mains tremblaient tandis que je tenais les actes. Adriano, c'est trop. Ce n'est pas suffisant. Ce ne sera jamais suffisant pour ce que tu m'as donné, dit Luca, puis il s'agenouilla. Il s'est vraiment agenouillé devant moi, sortant une petite boîte de sa poche. Le temps s'est arrêté. Je sais que c'est précipité, a-t-il dit, la voix rauque d'émotion. Je sais que tu mérites mieux qu'un homme qui a du sang sur les mains. Mais Elena, tu as ramené mon fils à la vie. Tu m'as ramené à la vie, et je ne peux pas imaginer exister dans un monde où tu n'es pas mienne. La bague était parfaite, un seul diamant, élégant et simple, exactement ce que j'aurais choisi. Épouse-moi, a-t-il poursuivi. Pas pour te protéger,
par commodité ou par proximité. Épouse-moi parce que je t'aime de tout mon être, parce que Luca a besoin d'une mère, parce que j'ai besoin de toi plus que de mon prochain souffle. Oui, le mot est venu sans hésitation, sans crainte, juste avec une certitude absolue. Oui, je t'épouserai. Il a glissé la bague à mon doigt, puis s'est levé et m'a attiré vers lui pour m'embrasser, un baiser qui avait le goût des promesses, de l'avenir et de tout ce que nous avions construit ensemble. Je t'aime, ai-je murmuré contre ses lèvres, même quand je ne devrais pas. Même quand c'est impossible, je t'aime. Rien de ce qui nous concerne n'a été possible depuis le début. Pourquoi commencer à être logique maintenant? Nous avons ri. Nous avons vraiment ri au milieu de ma nouvelle clinique, entouré de rêves devenus réalité grâce à un homme qui avait tué pour les protéger. Cette nuit-là, de retour au manoir, le cri de joie de Luca lorsqu'il a vu ma bague a probablement été entendu jusqu'à Manhattan. A pleuré Sophia. Sergio a même souri, et pendant un instant parfait, tout semblait possible. Mais plus tard, après que Luca se soit endormi et que les célébrations se soient estompées, j'ai trouvé Adriano sur la terrasse. Ses épaules étaient tendues, sa mâchoire crispée. Qu'est-ce qui ne va pas? Sergio a reçu des informations ce soir. Victor Morosev avait un neveu, Alex. Il est resté discret depuis la mort de son oncle, mais nos sources disent qu'il se regroupe, qu'il construit sa propre faction. Une peur glaciale s'est installée dans mon estomac. Tu penses qu'il va s'en prendre à nous? Je pense que les hommes comme Alexis vivent pour la vendetta. Dans leur monde, la mort de son oncle doit être vengée. Il s'est tourné vers moi et m'a serré contre lui. Mais ce soir était parfait. Tu as dit oui. C'est tout ce qui compte. Nous ferons face aux menaces quand elles se présenteront. Devrions-nous attendre? Reporter le mariage jusqu'à... Non. Sa voix était ferme. Nous allons de l'avant. Nous construisons notre vie. Nous ne laissons pas la peur gagner. J'ai hoché la tête contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. J'essayais de mémoriser ce sentiment, ce moment de paix avant la prochaine tempête. Les paroles de Sophia, prononcées quelques semaines auparavant, résonnaient dans mon esprit. Dans notre monde, nous ne savons jamais combien de temps le bonheur durera. Alors, je l'ai serré plus fort dans mes bras. J'ai porté sa bague avec fierté et j'ai choisi de croire que l'amour pouvait survivre à tout, même lorsque l'obscurité attendait dans les coulisses, patiente et avide, comptant les minutes jusqu'à ce qu'elle puisse frapper. Les préparatifs du mariage ont occupé les 2 semaines suivantes comme une fièvre. Sophia a transformé le manoir en un lieu de rêve. Des roses blanches partout, des guirlandes lumineuses qui transformaient la soirée en un moment magique. Une chapelle sur le domaine que je n'avais jamais remarquée, décorée avec des siècles d'histoire de Belvita. Mais sous cette beauté, je sentais le poids des regards qui m'observaient. La sécurité avait été doublée. Des gardes que je ne reconnaissais pas apparaissaient à chaque coin. Et la tension d'Adriano augmentait de jour en jour, se resserrant comme un ressort sur le point de casser. J'avais commencé à me rendre à la clinique pendant les préparatifs, 2, parfois 3 fois par semaine, pour rencontrer mon nouveau personnel, revoir les protocoles de traitement, me familiariser avec des équipements qui me semblaient encore trop coûteux pour que je les touche. Les thérapeutes étaient brillants, expérimentés, compatissants, désireux d'aider les enfants qui avaient le plus besoin de nous. Luca m'accompagnait parfois, fasciné par la salle sensorielle avec ses tubes à bulles et ses lumières à fibres optiques. Il parlait désormais aux autres enfants. Son vocabulaire s'enrichissait de jour en jour, sa confiance s'épanouissait. Le voir aider un enfant plus jeune à apprendre à former des sons me remplissait de fierté. Maman Elena, m'a-t-il dit un après-midi en tirant sur ma manche, quand tu épouseras papa, je pourrai t'appeler simplement maman. Je me suis agenouillé à côté de lui, la gorge serrée. Si tu le souhaites, mon chéri, j'en serai honoré. Bien. Il m'a serré très fort dans ses bras. Parce que tu es ma maman maintenant. La meilleure maman. La veille du mariage, je n'arrivais pas à dormir. La nervosité, l'excitation et quelque chose de plus sombre me nouaient l'estomac. J'ai trouvé Adriano sur la terrasse où nous avions vraiment discuté pour la première fois, contemplant les lumières de la ville en contrebas. Tu as des doutes? Sa voix trahissait une légèreté forcée. Te marier? Jamais. Je me suis approché de lui. Mais tu es tendu depuis 1 semaine. Que me caches-tu? A-t-il demandé, la mâchoire serrée.
Le masque qu'il portait si bien se fissurait légèrement. Il y a des choses que je t'ai cachées pour te protéger, pour te permettre de passer ces années, ces semaines de bonheur sans crainte. De la glace s'est formée dans mes veines. Quelle chose! Il s'est tourné vers moi et m'a pris les mains dans les siennes. Alex Morozov, le neveu de Victor, il est resté discret depuis la mort de son oncle, mais mes sources me disent qu'il se reconstruit, qu'il rassemble les restes de la Bratva et qu'il a juré vengeance. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je me suis reculé, le cœur serré par la trahison. Parce que tu mérites de planifier notre mariage sans cette ombre. Parce que je voulais t'offrir quelque chose de peu avant de t'entraîner plus profondément dans mon monde. Ses yeux verts reflétaient le regret et la détermination, mais je t'ai promis la transparence. Alors je te le dis maintenant, avant que nous prononcions nos vœux. Alex est là quelque part. Il est dangereux, et en m'épousant, tu deviens une cible encore plus importante. Tu me dis ça maintenant, à quelques heures de notre mariage. Je te donne une chance de te retirer. Une dernière chance de partir avant que je l'embrasse fougueusement, faisant taire le doute dans sa voix avec la certitude dans mon cœur. Je ne partirai pas. Je soufflais contre ses lèvres. Demain, je deviendrai ta femme. Nous affronterons Alex ensemble. Nous affronterons tout ensemble. C'est ça le mariage. Le soulagement et l'amour envahiront son visage. Je ne te mérite pas. Probablement pas. Mais tu es coincé avec moi maintenant. Le jour du mariage s'annonçait parfait et terrifiant. Sophia m'a aidé à m'habiller avec de la dentelle et de la soie qui me donnait l'impression d'être une mariée sortie d'un vieux tableau italien. Carmen est arrivée en avion, seule invitée, et s'est mise à pleurer dès qu'elle m'a vu. Tu ressembles à une princesse, m'a-t-elle murmuré en ajustant mon voile. Es-tu sûr de toi? Sûr de lui? Plus sûr que je ne l'ai jamais été. La chapelle pouvait accueillir une trentaine de personnes. Les hommes d'Adriano semblaient mal à l'aise dans leur tenue de cérémonie. Sofia rayonnait de fierté maternelle. Sergio souriait, et Luca, vêtu d'un petit costume, tenait nos alliances avec le sérieux de quelqu'un à qui l'on aurait confié la tâche la plus importante au monde. Puis j'ai vu Adriano à l'hôtel, et plus rien d'autre n'avait d'importance. Il était vêtu de noir, comme toujours, mais l'émotion brute sur son visage alors que je marchais vers lui le rendait à la fois vulnérable et puissant. Quand je l'ai rejoint, sa main a tremblé en prenant la mienne. « Tu es venu », a-t-il murmuré, comme s'il en doutait jusqu'à cet instant. « Toujours », a-t-il répondu, la cérémonie s'est estompée. Des mots en italien et en anglais, des vœux que nous avions écrits nous-mêmes. Il promettait de me protéger, mais jamais de m'enfermer. Je promettais de l'aimer malgré les ténèbres que nous aurions à traverser ensemble. La voix claire de Luca disait « Je donne à maman et papa ces alliances », a fait rire tout le monde à travers leurs larmes. Puis Adriano m'a embrassé en tant que son épouse et le monde s'est réduit à ce seul point de connexion. Le sien, le mien, le nôtre. La réception était intime. Dîner sur la terrasse sous les étoiles et les lumières. Une musique qui m'a fait penser à la cuisine de ma grand-mère. Luca dansait entre nous, riant tandis qu'Adriano le faisait tournoyer. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Je ne m'étais jamais sentie aussi comblée. Puis Sergio est apparu, le téléphone collé à l'oreille, le visage sombre. Il a pris Adriano à part, et j'ai vu l'expression de mon mari s'assombrir à chaque mot chuchoté. Quand il est revenu, son sourire n'atteignait pas ses yeux, mais il m'a serré plus fort pendant notre première danse, comme s'il voulait mémoriser la sensation de m'avoir dans ses bras. « Qu'est-ce qui ne va pas? » murmurai-je contre son épaule. « Rien qui ne puisse attendre demain. Ce soir nous appartient. Quelques heures plus tard, enfin seul dans notre chambre. Il m'a fait de l'amour comme un homme qui se noie, et j'étais l'air même, révérend, désespéré et dévorant. « Je t'aime », souffla-t-il contre mon cou. Plus que je ne l'aurais cru possible, plus que ce qui est probablement prudent. « Tant de mieux », murmurai-je en retour, parce que la prudence n'a jamais été notre genre. Le matin arriva trop vite, la lumière du soleil peignait d'or les draps froissés et nos corps encore enlacés. J'aurais pu rester là pour toujours. Mais Adriana était déjà réveillée. Il dégageait une tension malgré l'intimité de notre position. « Dis-moi, dis-je doucement, tout ce que Sergio t'a dit hier soir, dis-le-moi maintenant. » Il prit son téléphone sur la table de chevet et afficha une photo qui me glaça le sang. Moi à la clinique cette semaine avec un réticule de lunettes de visée peint en rouge sur mon visage. Au dos, un message en russe qu'Adriano a traduit. « Ton bonheur a un prix. »
E.M. Alexei a envoyé ça pendant notre réception, a dit Adriano, la voix soigneusement maîtrisée. Il est au courant pour la clinique, pour notre mariage. Il nous surveille, attendant le bon moment pour frapper. J'aurais dû être terrifié. J'aurais dû m'effondrer. Mais quelque chose de plus fort s'était formé en moi au cours de ces derniers mois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Tu n'as pas peur. Je suis terrifié. Mais je suis aussi ta femme maintenant. Je savais dans quoi je m'engageais. Je pris le téléphone, studiant l'image de moi-même marquée à mort. J'ai des patients qui ont besoin de moi. Des enfants qui comptent sur moi. Je ne laisserai pas Alexei Morazov me voler cela. Elena, il a menacé ta vie et tu me protégeras. Nous aurons des gardes du corps. Nous ferons attention, mais je ne me cacherai pas. Je soutins son regard, lui laissant voir ma détermination. Tu n'as pas épousé une femme qui s'effondre au premier signe de danger. Tu as épousé une femme qui a grandi à Brooklyn, qui a reconstruit sa vie à partir de rien. Je suis plus forte qu'il ne le pense. La fierté et l'inquiétude se lisaient sur son visage. Tu auras une sécurité maximale à la clinique. Au moins 4 gardes. Tu n'iras nulle part sans protection. D'accord. Et tu suivras tous les protocoles que j'aurai établis. Sans discuter. Je suivrai les protocoles raisonnables, ai-je rétorqué, mais je ne deviendrai pas prisonnière de ma propre vie. Il m'a serré contre lui, le visage enfoui dans mes cheveux. Ton courage va me donner une crise cardiaque. Alors j'aurai besoin de toi pour me faire un massage cardiaque. Malgré tout, il a ri. Il a vraiment ri. Comment ai-je survécu avant toi? Tu n'as pas survécu. Tu existais, tout simplement. Maintenant, tu vis. Ces mots destinés à le réconforter semblaient avoir ébranlé quelque chose en lui. Il m'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, à la fois possessif, reconnaissant et terrifié. Les semaines suivantes allaient mettre à l'épreuve tout ce que nous avions construit. Alexis rôdait dans l'ombre, patient et dangereux. La sécurité est devenue oppressante mais nécessaire. Chaque visite à la clinique était planifiée avec une précision militaire. Mais j'ai continué à travailler, à aider les enfants à trouver leur voie, à construire la vie qu'Adriano m'avait donné les moyens de créer. Et le soir, je rentrais chez moi auprès de mon mari et de mon fils pour des dîners en famille où Luca racontait sa journée, pour les sourires complices de Sofia, pour un amour qui avait fleuri dans le sol le plus impossible. Le regrettes-tu? M'a demandé Adriano un soir, en me serrant dans ses bras tandis que nous regardions Luca dormir. En épousant ce monde, j'ai pensé à ma clinique détruite dans le Queens, aux menaces russes, aux gardes armés et à la vie sous surveillance constante, à l'éthique que j'avais compromise et aux limites que j'avais franchies. Puis j'ai pensé à Luca qui m'appelait maman, au rare sourire d'Adriano, aux enfants qui apprenaient à parler dans une clinique qui portait mon nom. Pas une seule seconde, murmurai-je. C'est exactement là où je dois être. Même si le danger guettait, même si notre bonheur avait un prix, car certains amours valaient la peine de se battre, valaient la peine de mourir. Et Adriano Belvita était devenu mien. La clinique était redevenue une routine. Presque normale, si l'on pouvait qualifier de normal, le fait d'avoir 4 gardes armés qui se relayaient devant un centre de thérapie pour enfants. Une semaine s'était écoulée depuis le mariage, et je m'étais installé dans un rythme qui me semblait tenable. Séance le matin, déjeuner avec le personnel, rendez-vous l'après-midi, retour à la maison pour dîner avec Luca et Adriano. Luca restait désormais au manoir pendant mes heures de travail. Les ordres de son père étaient non négociables. Sofia le divertissait avec des cours de cuisine et des histoires italiennes, tissant un lien qui réchauffait mon cœur. Mon fils était en sécurité, protégé, c'était tout ce qui comptait. La petite fille est arrivée un mardi après-midi. Elle avait 8 ans, les cheveux foncés et un regard hanté qui me rappelait trop celui de Luca il y a 3 mois. L'assistante sociale nous l'a présentée comme Anna, une orpheline russe récemment traumatisée et complètement muette. Nous avons entendu parler de vos succès avec le mutisme sélectif, a expliqué la femme, l'accent marqué par la fatigue. Les services publics sont débordés. Nous avons pensé que vous pourriez peut-être... Bien sûr, ai-je répondu immédiatement en m'agenouillant à la hauteur d'Anna. La reconnaissance a déclenché quelque chose en moi. Cet enfant avait besoin d'aide. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne le silence. La sécurité a vérifié ses papiers. Elle a inspecté ses affaires. Elle n'a rien trouvé de suspect. Juste une petite fille effrayée avec un sac à dos usé et des yeux trop vieux pour son visage. J'aurais dû m'en douter.
J'aurais dû être plus prudent. Mais comment refuser une enfant qui a besoin de vous? La séance s'est bien passée. Anna a réagi à l'art-thérapie comme Luca l'avait fait. Avec prudence, mais avec un intérêt sincère. Je lui ai parlé en russe, que j'avais appris pour mes patients immigrés, et quelque chose a vacillé dans son expression. De la compréhension, peut-être de la confiance. 2 jours plus tard, lors de notre deuxième séance, tout a mal tourné. Le système de ventilation a émis un sifflement anormal. J'ai d'abord remarqué une odeur chimique, trop douce, trop forte. Ma formation a pris le dessus plus vite que je ne l'aurais cru. Tout le monde dehors. Ai-je crié au personnel dans la salle principale. Du gaz, allez chercher les enfants. Mais mes jambes faiblissaient déjà. Anna s'est effondrée la première, son petit corps s'affaissant. J'ai rampé vers elle, essayant de couvrir son visage avec ma manche, essayant de... L'obscurité a tout englouti. Je me suis réveillé avec des brûlures de cordes et terrifié. Un entrepôt, à Brooklyn. Peut-être. D'après les bruits industriels qui filtraient à travers les fenêtres fissurées. Anna était à côté de moi, gémissant, sa petite main agrippant la mienne avec une force désespérée. Tout va bien, ai-je murmuré en russe, m'efforçant de calmer ma voix malgré la panique qui me serrait la gorge. Tout ira bien, je te le promets. 3 gardes se relayaient, des professionnels, mais qui s'ennuyaient. On leur avait dit que nous étions des monnaies d'échange, rien de plus. Ils ne nous considéraient pas comme une menace. C'était leur erreur. J'avais grandi à Brooklyn, j'avais appris à crocheter les serrures avec une épingle à cheveux à l'âge de 12 ans, et je m'étais retrouvé enfermé dehors. Ma mémoire musculaire est revenue alors que je travaillais sur la corde qui liait mes poignets, les doigts tremblants mais suffisamment fermes. Anna m'observait, les yeux écarquillés, tandis que je me libérais d'abord moi-même, puis elle. Quand je te dis de courir, ai-je soufflé en russe. Tu cours vers la porte arrière. Ne te retourne pas. Compris? Elle a acquiescé. Cette petite fille courageuse qui avait déjà trop souffert. Le briquet du garde était posé sur une caisse près de journaux éparpillés. Une négligence fatale. J'ai créé la distraction dont nous avions besoin. Une épaisse fumée noire s'est élevée vers le plafond, déclenchant l'instinct de survie de ces hommes. Dans le chaos, Anna s'est enfuie. Je l'ai suivie, priant pour qu'Adriano ait des gens qui nous suivent, priant pour que la fumée soit visible, priant pour que nous survivions assez longtemps pour que cela ait de l'importance. L'assaut a eu lieu quelques minutes plus tard. Professionnel, brutal, efficace. Sergio nous a trouvés blottis derrière une benne à ordures à 2 pâtés de maison de là, nous a enveloppés dans des couvertures et nous a précipités vers des véhicules qui attendaient. Où est Adriano? Ai-je demandé, la voix enfumée. Il finit le travail, a répondu Sergio d'un ton sinistre. Tu ne veux pas voir ça, Elena. Crois-moi, il avait raison. Je ne l'ai pas vu. L'hôpital était stérile et sûr, et sentait l'antiseptique plutôt que la peur. Ils nous ont examinés tous les deux. Inhalation mineure de fumée, déshydratation, état de choc, mais vivants. Nous étions vivants. Luca a fait irruption dans la salle d'examen 1 heure plus tard. Sofia le suivait de près. Tous deux étaient pâles et tremblants. Maman. Il s'est jeté sur moi, sanglotant contre ma poitrine. Papa a dit que des méchants t'avaient emmené. J'avais peur, tellement peur. Je suis là, mon bébé. Je vais bien. Je l'ai serré dans un bras, l'autre autour d'Anna, qui n'avait pas quitté mon côté. Nous allons bien tous les deux. Puis Adriano est apparu dans l'embrasure de la porte et le monde s'est arrêté. Il avait du sang sur ses vêtements. Chaque partie de son corps trahissait son épuisement. Mais il était vivant. Il était vivant. C'est fini, a-t-il dit doucement. Alex est mort, ma menace est éliminée. J'ai acquiescé, incapable de parler, étouffé par le soulagement. Il a traversé la pièce en 3 enjambées. Il nous a tous rassemblés, moi, Luca, même Anna, dans ses bras qui tremblaient des séquelles d'une violence que je ne verrai jamais, mais dont je ressentirai toujours le poids. 2 semaines plus tard, je me tenais devant le tribunal des affaires familiales avec un avocat engagé par Adriano. Le cas d'Anna était compliqué. Elle avait été utilisée par les Bratta, traumatisée, orpheline à 2 reprises, mais je la voulais. Je devais donner à cet enfant la sécurité qu'elle méritait. La garde temporaire est accordée, a déclaré le juge. La procédure d'adoption peut commencer, mais comprenez que cela prendra du temps, vérification approfondie des antécédents, étude du foyer,
Probablement 1 an ou plus. Nous avons le temps, ai-je dit en regardant Anna, assise entre Luca et moi, ses petites mains agrippées aux nôtres. Nous avons tout le temps dont elle a besoin. 14 mois se sont écoulés comme de l'eau entre les doigts. Des mois de thérapie pour Anna, à la regarder retrouver lentement sa voix. Des mois pendant lesquels Luca est devenu le grand frère protecteur dont elle avait besoin. Des mois passés à établir des routines, à instaurer la confiance et à construire quelque chose qui ressemblait incroyablement à une vie de famille normale. La clinique prospérait. Nous avions désormais 300 enfants sur notre liste, avec un personnel que j'avais formé personnellement. Mon rêve était devenu réalité grâce à un homme qui avait tué pour le protéger. Et à travers tout cela, l'amour. Tant d'amour que j'avais parfois l'impression de me noyer, dans le meilleur sens du terme. Je me tenais dans notre chambre, Leonardo, âgé de 2 semaines, dormant dans mes bras, et je regardais par la fenêtre Adriano jouer avec Luca et Anna dans le jardin en contrebas. Mon mari s'était retiré des opérations, laissant Sergio s'occuper de la plupart des affaires. Il voulait être présent, être le père qu'il avait appris à être parce que je lui avais montré que c'était possible. Maman. La voix de Luca flottait dans l'air. Anna racontait sa première blague. Viens ici. J'ai souri, les larmes aux yeux. Hier, l'adoption avait été finalisée. Anna Moretti Belvita, notre fille. Officiellement, enfin, ce soir-là, nous étions tous réunis autour de la table à manger. Adriano, moi avec Leonardo, Luca qui parlait de l'école, Anna qui s'entraînait à dire de nouveaux mots avec l'encouragement patient de Sofia. Des heures normales, impossibles. À quoi penses-tu? Demanda Adriano, remarquant mon expression distante. Je regardais ma famille. Le garçon qui avait trouvé sa voie, la fille qui avait trouvé son foyer, le bébé qui représentait l'avenir que nous avions défendu au prix de tant de combats. L'homme qui m'avait appris que l'amour et les ténèbres pouvaient coexister. Je referais tout, dis-je doucement. Chaque moment terrifiant, chaque choix impossible, parce que cela nous a menés ici. Il a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Son alliance a capté la lumière. Elle était assortie à la mienne, de l'or simple gravé de mots italiens qui signifiaient « à travers les ténèbres, la lumière ». « Je t'aime », a-t-il dit. Ce n'était plus une confession, juste la vérité. Je vous aime aussi. Vous tous. Luca et Anna ont gloussé à quelque chose que Sofia a dit. Leonardo a émis de doux sons de sommeil. Et Adriano m'a regardé comme si j'avais décroché la lune, alors qu'en réalité, nous avions simplement survécu à la nuit assez longtemps pour voir l'aube. C'était notre « ils vécurent heureux », construit sur des fondations impossibles, défendu par le sang et le sacrifice, mais entièrement à nous. Et je ne changerai pas un seul instant du voyage qui nous a menés ici. Pas un seul.